La salle d'audience était silencieuse, sauf pour le rire distinct, cruel de Julian Blackwood. Il se pencha en arrière dans sa chaise en cuir, ajustant son costume à $3,000 et regarda la femme qu'il avait juré d'aimer pour toujours. « Votre honneur », il ricana, pointant un doigt manucuré vers sa femme tremblante. « Elellanena n'a pas besoin de pension alimentaire. Elle a besoin d'un chèque de réalité. Elle était serveuse quand je l'ai trouvée et elle sera serveuse quand j'aurai fini avec elle. » La galerie gloussa. Ses avocats très chers sourirent. Ils pensaient que la victoire était déjà gagnée. Ils pensaient qu'Elellanena était juste une femme brisée, sans le sou, sans personne pour se battre pour elle. Ils avaient tort, parce que le vieil homme assis tranquillement au dernier rang, celui portant un cardigan effiloché et lisant un journal, n'était pas un spectateur sans abri. Il était le seul homme que Julian Blackwood aurait dû craindre plus que Dieu lui-même. Et il était sur le point de se lever. New York City au cœur de l'hiver est un endroit où l'argent achète la chaleur et la pauvreté gèle vos os. Pour Julian Blackwood, PDG de Blackwood Dynamics, le froid n'était qu'une toile de fond pour ses manteaux en laine italienne. Il avait 42 ans, beau d'une manière acérée et prédatrice, et possédait une valeur nette qui se situait juste en dessous de 900 millions de dollars. C'était un homme qui collectionnait des choses des Ferrari vintage, des montres rares et malheureusement des gens. Elellanena était sa collection la plus précieuse, ou du moins elle l'avait été il y a 5 ans. Quand ils se sont rencontrés, Elellanena Miller travaillait le quart de nuit dans un restaurant du New Jersey. Elle était silencieuse avec de grands yeux observateurs et une timidité que Julian trouvait enivrante. Il aimait l'idée de la sauver. Il aimait le récit du prince et de la Porpa. Il l'a fait tomber amoureuse avec des jets privés, des diamants de la taille d'œuf de caille et des promesses d'une vie qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Mais 5 ans plus tard, le conte de fées avait pourri de l'intérieur. Le penthouse Blackwood sur Park Avenue était une forteresse de verre et d'acier, froide et imposante. Elellanena était assise à la longue table à manger en marbre, fixant son reflet sur la surface polie. Elle avait 30 ans maintenant, mais elle paraissait plus âgée. L'étincelle dans ses yeux avait été éteinte par des années d'abus émotionnels subtils et épuisants. « Tu portes ça ?» Elellanena tressaillit. Elle n'eut pas à se retourner pour savoir que Julian était entré dans la pièce. L'odeur de son eau de cologne chère, de santal et d'arrogance emplissait l'air. « C'est la robe que tu m'as achetée pour notre 2e anniversaire, Julian, » dit-elle doucement, lissant le tissu de la robe fourreau marine modeste. Julian entra dans son champ de vision, boutonnant ses manchettes. Il la regarda de haut en bas avec un rictus de dégoût. « Ça a l'air bon marché. Tu as l'air épuisé, Elellanena. Nous rencontrons les investisseurs de Dubaï ce soir. Essaye de ne pas me faire honte. Assieds-toi là et souris. Ne parle pas à moins qu'on ne te parle. Tu sais comment tu es quand tu essaies de parler affaires. » Il n'attendit pas de réponse. Il le faisait rarement. Il se dirigea vers le buffet et se servit un scotch, ne lui offrant rien. « En fait, Julian, » dit Elellanena, sa voix tremblant légèrement. « Je ne viens pas ce soir. » Julian se figea. Il se retourna lentement, ses yeux se rétrécissant. « Excuse-moi. »« Je ne viens pas, » répéta-t-elle, ses mains serrant ses genoux sous la table. « Et je ne reste pas ici ce soir. Je pars, Julian. » Julian la fixa une seconde, puis il rit. C'était un son sec, sans humour. « Partir. » « Partir pour où? » Elellanena. « Le Motel 6, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'amis. J'ai coupé les ponts avec ces ratés il y a des années. Tu n'as rien d'autre que ce que je te donne. »« Je veux un divorce, » murmura-t-elle. Le verre dans la main de Julian se brisa alors qu'il le claquait sur le buffet. Il se dirigea vers elle, se penchant de sorte que son visage était à quelques centimètres du sien. « Tu veux un divorce? Tu penses pouvoir t'éloigner de moi? Je t'ai faite. Tu frottais la graisse des tables quand je t'ai trouvé. Si tu pars avec rien. Le contrat prénuptial est blindé. Mes avocats l'ont rédigé.
Elle est la nena, tu l'as signé. Je sais, dit-elle, baissant les yeux. Je ne veux pas ton argent, je veux juste sortir. Oh, tu sortiras, siffla Julien. Mais je vais m'assurer que le monde entier sache exactement ce que tu es. Une personne ingrate, chasseuse de fortune, personne qui n'a pas pu couper cela dans les grandes ligues. Sors, sors maintenant. Il lui saisit le bras, l'attirant vers le haut. Elle, la nena, ne se défendit pas. Elle avait fait une petite valise des heures auparavant. Elle avait su que cela arriverait. Alors qu'elle marchait vers les lourdes portes en chêne du penthouse, Julian lui cria après, sa voix résonnant sur les hauts plafonds. « Ne reviens pas en rampant quand tu auras faim, elle est la nena, parce que je n'ouvrirai pas la porte. » Elle, la nena, entra dans l'ascenseur, les portes se fermant sur le visage rouge et furieux de son mari. Alors que la cabine descendait de 40 étages, elle ne pleura pas. Elle sentit un étrange calme froid s'installer sur elle. Elle sortit dans le vent mordant de Park Avenue, élant un taxi jaune, un luxe qu'elle pouvait à peine se permettre avec l'argent qu'elle avait économisé sur les allocations d'épicerie, et donna au chauffeur une adresse dans le Queens. C'était un petit bureau d'avocat délabré, coincé entre une laverie et un bodega. L'enseigne au-dessus de la porte lisait Arthur P. Higgins, avocat testaments, fiducie et contravention. Elle, la nena, poussa la porte. Une cloche tinta. Derrière un bureau entassé de piles chaotiques de papier, était assis un homme qui avait l'air de faire partie du mobilier depuis 1980. Arthur Higgins avait la soixantaine, portant une veste en tweed avec des patchs au coude et des lunettes de lecture posées sur le bout d'un nez bulbeux. Il leva les yeux, clignant des yeux. « Nous sommes fermés, mademoiselle. Je ne suis pas ici pour une contravention, Arthur. » Elle, la nena, dit, sa voix changeant. Le tremblement était parti. La timidité s'était évaporée. Elle se tint plus droite, sa posture passant de celle d'une femme battue à quelque chose de royal. « J'ai besoin que vous me représentiez. » Arthur plissa les yeux vers elle. « Vous représenter en quoi? Et qui vous a envoyé? » « Je n'ai pas pris une grosse affaire depuis 10 ans. Mon père m'a envoyé, dit elle la nena. Arthur renifla. « Et qui cela pourrait-il être? » Elle la nena fouilla dans son sac à main et en sortit un petit objet lourd. C'était une bague sigilière, en or, estampillée d'un blason d'un lion tenant une clé. Elle la plaça sur le bureau. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent. La couleur s'échappa de son visage. Il regarda de la bague à elle la nena, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Il se leva si vite que sa chaise bascula. « Sainte Mère de » il balbutia. « Vous, mais les papiers, ils ont dit que vous étiez en Europe. Ils ont dit que vous étiez séparés. Ils ont dit beaucoup de causes, dit elle la nena froidement. Mon mari, Julian Blackwood, va me remettre des papiers de divorce demain. Il a engagé le cabinet de Sterling Cooper et Holloway. Il a l'intention de m'humilier. Il a l'intention de me laisser démuni. » Arthur déglutit difficilement, essuyant la sueur de son front. Julian Blackwood, le requin de la technologie. Et la nena. Madame Blackwood, si vous êtes celle que cette bague dit que vous êtes, vous pourriez acheter et vendre Julian Blackwood 10 fois avant le petit déjeuner. Pourquoi avez-vous besoin de moi? Pourquoi pas le meilleur cabinet de la ville? Parce que, dit elle la nena, ses yeux brillants d'une résolution d'acier qui glaça la pièce. S'éclaircit la gorge. Je ne veux pas juste gagner Arthur. Je veux lui donner une leçon. Je veux qu'il pense qu'il gagne. Je veux qu'il pense que je suis faible, pathétique et pauvre. Je veux qu'il me harcèle au tribunal. Je veux qu'il creuse sa propre tombe, pouce par pouce, insulte par insulte. Elle se pencha en avant. Et puis, quand il pensera qu'il m'a complètement écrasé, je veux que mon père passe ses portes. Arthur regarda la bague à nouveau. Votre père, les rumeurs disent qu'il est un reclus, qu'il est devenu sénile, qu'il n'a pas quitté son domaine dans les Hamptons depuis 20 ans. Il est prêt, dit la nena. Êtes-vous Arthur Higgins, l'homme qui s'occupait des contraventions et des testaments mineurs?
redressa sa cravate. Une étincelle de vie revint dans ses vieux yeux. Il ramassa la chaise. « Asseyez-vous, ma chère, dit Arthur. Planifions une guerre. » La demande de divorce frappa les chroniques mondaines avant même d'atteindre les mains d'Elena. La page 6 afficha le titre « Blackwood quitte ennuyeuse, femme barista, guerre prénuptiale imminente ». Julian ne voulait pas juste une séparation, il voulait un spectacle. Il a engagé Reginald Sterling, un avocat si vicieux que son surnom dans le circuit juridique de New York était le boucher de Broadway. Sterling était un homme qui ne gagnait pas seulement des affaires, il détruisait la volonté de vivre de l'opposition. Il coûtait 1 500 $ l'heure et Julian le payait joyeusement. La première audience préliminaire était prévue à la Cour suprême de New York dans le bas Manhattan. L'atmosphère était électrique. Les reporters envahissaient les marches, avides d'un aperçu du milliardaire et de sa femme jetée. Julian arriva dans un SUV noir flanqué de gardes du corps et de Reginald Sterling. Sterling ressemblait à une star de cinéma, cheveux argentés, costume bleu marine sur mesure, dents couronnées d'un blanc aveuglant. Il sourit pour les caméras, projetant une image de pouvoir intouchable. « Monsieur Blackwood, est-il vrai qu'elle veut de la moitié? » cria un reporter. « Elle peut vouloir la lune, lança Julian, sans ralentir le pas. Mais elle n'obtient qu'un ticket de bus. » Des rires parcoururent le corps de presse. 10 minutes plus tard, Elena arriva. Elle vint dans un taxi jaune. Elle sortit vêtue des mêmes vêtements modestes. Elle portait toujours un cardigan gris, une longue jupe et des chaussures plates sensées. Elle avait l'air petite, fragile et totalement déplacée. À côté d'elle traînait Arthur Higgins, serrant une mallette en cuir abîmé qui avait l'air d'avoir survécu à une guerre et non de l'avoir gagnée. Les reporters se turent, confus. Qui était ce grand-père qui la représentait? « Madame Blackwood! Madame Blackwood! » crièrent-ils. Elena garda la tête baissée, serrant le bras d'Arthur. Pour le monde, elle avait l'air terrifiée. À l'intérieur de la salle d'audience, le contraste était encore plus saisissant. À droite, l'équipe de Julian occupa la table comme une armée envahissante. 5 ordinateurs portables d'associés juniors ouvrirent des piles de dossiers impeccables. Julian était assis les jambes croisées, regardant sa montre, l'air ennuyé. À gauche, Elena était assise seule avec Arthur. Arthur tripotait ses papiers, laissait tomber un stylo, l'air embarrassé. La juge Harrison, une femme sévère sans patience pour le théâtralisme, frappa son marteau. Affaire Blackwood contre Blackwood, procédons. Déclaration d'ouverture sur la motion de rejet de la pension alimentaire. Reginald Sterling se leva. Il ne marcha pas. Il glissa. « Votre honneur, » commença Sterling sa voix, un baryton doux qui emplissait la pièce. « Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'une simple question de droit contractuel. Mon client, M. Blackwood, est un titan de l'industrie autodidacte. Il a épousé la défenderesse, Mlle Miller. Je m'excuse, Mme Blackwood. Sous la stipulation stricte d'un accord prénuptial, un accord qu'elle a signé volontairement. » Sterling se dirigea vers la table d'Elena, la dominant. Ce mariage était franchement une affaire de charité. M. Blackwood a fourni à Mlle Miller une vie qu'elle n'aurait jamais pu atteindre par elle-même. Elle n'a apporté aucun actif au mariage. Elle n'a rien contribué à la croissance de Blackwood Dynamics. En fait, son manque de grâce sociale et d'éducation était souvent un handicap. Julian gloussa audiblement. Maintenant, continua Sterling, elle demande 5 millions de dollars en règlement. C'est de l'extorsion, simple et claire. Elle est jeune, valide et capable de retourner à son emploi précédent dans l'industrie des services. Nous demandons que l'accord prénuptial soit maintenu intégralement, lui accordant une somme forfaitaire de 10 000 $ pour l'aider à se remettre sur pied. Sterling sourit à la juge. C'est plus que juste, c'est généreux. La juge Harrison regarda la table de la défense. « Monsieur Higgins, c'est ça, votre réponse? » Arthur se leva. Il s'éclaircit la gorge, ajustant ses lunettes.
Oui, votre honneur. Nous croyons que le contrat de mariage est invalide en raison de contraintes. Et nous croyons que Madame Blackwood a contribué significativement à la stabilité émotionnelle du foyer. C'était faible. C'était pathétique. Julian se pencha vers Sterling et murmura assez fort pour qu'Elalana entende. Où a-t-elle trouvé ce type? Le morgue, Sterling ricana. Ce sera fini avant le déjeuner. Monsieur Higgins, la juge soupira. Avez-vous des preuves à présenter concernant cette contrainte? Eh bien, papa avec moi aujourd'hui. Votre honneur, balbutia Arthur. Mais nous avons l'intention de prouver que Monsieur Blackwood ait créé un environnement hostile. Hostile? Julian prit la parole, rompant le protocole. Je lui ai donné un penthouse. Je lui ai donné un chauffeur. Si c'est hostile, inscrivez-moi. Monsieur Blackwood, silence, avertit la juge, bien qu'elle n'ait pas l'air en colère. Elle avait l'air ennuyée par la perte de temps. L'audience traîna pendant 1 heure. Sterling déchira Arthur. Il s'opposa à chaque question qu'Arthur tenta de poser. Il se moqua du système de classement désorganisé d'Arthur. À un moment donné, quand Arthur tenta de soutenir qu'Elalana avait soutenu les dîners d'affaires de Julian, Sterling produisit un menu. Votre honneur, la défenderesse affirme qu'elle a organisé des événements. Nous avons un affidavit du personnel de traiteur déclarant que Mme Blackwood a passé la plupart de ces événements à se cacher dans la bibliothèque à lire des livres. Elle était un fantôme dans sa propre maison. À peine une partenaire valant 5 millions de dollars. Elle et la nana étaient assises là, la tête baissée, les mains jointes. Elle laissa les mots la submerger comme de l'acide. Fantôme, personne. Cas de charité. Elle regarda Julian. Il ne la regardait même pas. Il tapait sur son Blackberry sous la table. Il s'en fichait. Il croyait vraiment qu'elle n'était rien. Très bien, dit la juge Harrison, se frottant les tempes. Je suis enclin à être d'accord avec le plaignant, Monsieur Higgins, à moins que vous ne puissiez produire quelque chose de substantiel d'ici la prochaine audience. Je me prononcerai sur la validité du contrat prénuptial et probablement en faveur de Monsieur Blackwood. Je vous suggère de conseiller à votre cliente de prendre les 10 000 $. Nous allons prendre cela en considération, marmonna Arthur. La cour est ajournée jusqu'à mardi. Alors que la salle se vidait, Julian passa devant Elalana. Il arrêta de la regarder. Chaussures à bon marché. 10 000, Elalana, dit-il, secouant la tête. Tu sais, si tu avais juste été une meilleure femme, je t'aurais peut-être donné un condo. Mais tu as dû être difficile. Profite du métro. Il sortit, riant avec Sterling. Elalana attendit qu'ils soient partis. Elle leva les yeux vers Arthur. Le comportement embarrassé du vieil homme disparut instantanément. Il retira ses lunettes et les nettoya avec un mouchoir, ses yeux vifs et intelligents. Il a mordu à l'hameçon, dit Arthur doucement. Il pense que nous sommes incompétents. Il pense qu'il est intouchable, Elalana répondit. Avez-vous fait commander les transcriptions de la cour, dit Arthur. Chaque insulte, chaque moquerie, chaque affirmation que vous êtes sans le sou, et n'avez rien apporté au mariage. Tout est consigné maintenant. Elalana se leva. Bien, parce que quand mon père témoignera, je veux que Julian se souvienne de chaque mot qu'il a dit aujourd'hui. Votre père a appelé ce matin. Arthur nota en rangeant sa maillette. Il atterrit à Teterboro ce soir. Il n'est pas content. Elalana. Il voulait prendre d'assaut la salle d'audience aujourd'hui. Non, dit Elalana. Pas encore. Nous avons besoin d'un jour de plus. Nous avons besoin de la déposition. J'ai besoin que Julian me le dise en face sous serment que je ne suis rien. Ça ne sera pas difficile. Arthur fit une grimace. L'homme est un narcissique. Ce n'est pas juste un narcissique, Arthur, dit Elalana, boutonnant son mince manteau. C'est un voleur, et mardi, nous allons le prouver. La salle de conférence de Sterling Cooper et Holloway était conçue pour faire sentir les gens petits. Située au 55e étage, elle présentait des fenêtres du sol au plafond donnant sur Manhattan. Une table en acajou assez longue pour y faire atterrir un avion
et une climatisation réglée à une température qui pourrait conserver de la viande. Elel'Anena était assise à l'extrémité la plus éloignée, frissonnant légèrement dans son mince cardigan. À côté d'elle, Arthur Higgins fouillait dans sa mallette, marmonnant à propos d'une barre de céréales perdue. En face d'eux était assis Julian Blackwood. Il avait l'air détendu, presque ennuyé. Il faisait défiler son téléphone, gloussant occasionnellement à un message texte. Reginald Sterling était assis à côté de lui, arrangeant méticuleusement un bloc-notes et un stylo plume en or. Une sténographe de tribunal était assise à la tête de la table, les doigts planant au-dessus d'une machine à sténotyper. « Sommes-nous prêts à commencer? » demanda Sterling, vérifiant sa Rolex. « Monsieur Blackwood a une réservation pour le déjeuner à La Bernade à 1 heure, et je détesterais le faire arriver en retard pour le bien de quoi que ce soit. » « Oui, oui, tout à fait prêt, » dit Arthur, produisant finalement un bloc-notes légal froissé. Il leva les yeux, ses lunettes glissant sur son nez. « Maintenant, Monsieur Blackwood, ceci est une déposition. Vous êtes sous serment. Vous comprenez que mentir ici est la même chose que mentir à un juge. » Julian roula des yeux. « Je sais comment la loi fonctionne, vieil homme. Passons à autre chose. » Arthur cliqua son stylo bill bon marché. Très bien, Monsieur Blackwood. Discutons des actifs, spécifiquement la fondation de Blackwood Dynamics. Vous affirmez dans votre affidavit que vous êtes le seul créateur du code source de l'algorithme Chimera, qui est la base de votre fortune. Est-ce correct? Ça l'est, dit Julian. Bon, oui. Julian se penchant en arrière. J'ai écrit ce code dans un sous-sol à Brooklyn, 14 heures par jour, sang, sueur et larmes. Et Elel'Anena, Madame Blackwood. Vous a-t-elle assisté? Julian rit. C'était un son aigu et aboyé. M'assister, Elel'Anena, Monsieur Higgins. Quand j'ai rencontré Elel'Anena, elle essayait de comprendre comment utiliser la machine à expresso du restaurant. Elle ne connaît pas une ligne de code d'une liste de courses. C'est une femme simple. C'est pourquoi je l'aimais. Elle était simple. Elel'Anena fixa ses mains, son visage brûlant sous la table. Elle serra ses poings si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. « Je vois, » dit Arthur, griffonnant lentement. Donc elle n'a eu aucune contribution intellectuelle, aucune discussion sur les portes logiques, l'architecture de compression de données. Elle ne comprendrait pas les mots que vous venez d'utiliser. Julian ricana. J'ai gardé mon travail séparé. Je ne voulais pas l'ennuyer et franchement, je ne voulais pas de ses doigts de serveuse collantes sur mes claviers. Elle était là pour cuisiner le dîner et être jolie, et elle y parvenait à peine. Sterling ricana. Objection. Pertinence. Nous établissons que Madame Blackwood n'a rien contribué à l'entreprise. Correct, dit Arthur doucement. Je suis juste en train de clarifier l'étendue de son ignorance. Arthur tourna une page. Monsieur Blackwood, parlons de la chronologie. Vous avez déposé le brevet pour Chimera le 12 novembre, il y a 5 ans. C'était 3 semaines après que vous ayez demandé Elel'Anena en mariage. Est-ce correct? Bien sûr. Le timing était une coïncidence, dit Julian. Et avant cette date, continua Arthur, sa voix tombant à un murmure conversationnel. Où gardiez-vous les notes physiques pour l'algorithme? Les brouillons manuscrits? Julian hésita une fraction de seconde. Ses yeux papillonnèrent vers Elel'Anena, puis de nouveau vers Arthur. Je les gardais dans un coffre-fort dans mon appartement. L'appartement que vous partagiez avec Elel'Anena? Oui. Mais elle ne connaissait pas la combinaison, et même si elle l'ouvrait, cela ressemblerait à des hiéroglyphes pour elle. Arthur hocha la tête, ressemblant à un grand-père confus. Bien sûr, bien sûr. Juste une chose de plus sur ce sujet. Avez-vous déjà copié des notes ou peut-être trouvé des notes qui n'étaient pas les vôtres? Qu'insinuez-vous? Claqua Julian, se redressant. Je suis un visionnaire. Je ne copie pas, je crée. Elel'Anena était une spectatrice dans ma vie, une passagère chanceuse. Et maintenant, elle essaie de détourner la voiture. Il se pencha en avant, fixant directement Elel'Anena. Tu sais de quoi il s'agit vraiment.
Elle est ta mère. Elle pensait avoir épousé un ticket repas. Mais le voyage est terminé, Ella Nena. Retourne essuyer les tables. C'est tout ce à quoi tu es bonne. Ton père n'était personne, un ivrogne qui t'a laissé avec rien. Et tu vas finir exactement comme lui. S'éclaircit la gorge. La pièce devint silencieuse. Ella Nena leva lentement la tête. Ses yeux étaient secs, mais ils brillaient d'un feu froid et terrifiant. Elle regarda Julien droit dans les yeux. « Mon père, dit-elle, sa voix ferme et claire, coupant l'air comme un rasoir, n'est pas un ivrogne, Julien, et il n'est certainement pas personne. » Ella Nena, ne parlez pas, avertit Sterling. « Laisse-la parler. » Julien rit. « Qui est-il alors? Un chauffeur de camion? Un concierge? Où est-il, Ella Nena? Pourquoi n'est-il pas ici pour te sauver? » « Il arrive, dit Ella Nena doucement. Arthur Higgins ferma son carnet d'un claquement définitif. « Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin, messieurs. L'enregistrement vidéo de cette déposition sera des plus éclairants. Nous avons terminé. » Sterling avait l'air confus. « Vous n'avez pas demandé à propos des comptes bancaires, des propriétés, des... Oh, nous n'avons pas besoin de demander à propos de ceux-là, dit Arthur, se levant et boutonnant sa veste en tweed. Parce qu'une fois que nous aurons prouvé le parjure et la fraude sur l'origine du code Chimera, ces actifs n'appartiendront plus à M. Blackwood de toute façon. Julien se leva, son visage rougissant. Fraude. Vieille chauve-souris sénile. Je vous poursuivrai pour diffamation. On se voit au tribunal mardi. Monsieur Blackwood, dit Arthur, guidant Ella Nena vers la porte. Alors qu'ils atteignaient l'ascenseur, Ella Nena trembla, l'adrénaline s'effondrant. L'avons-nous eu? Arthur esquissa un sourire de requin qui semblait totalement déplacé sur son visage bienveillant. Il a nié que vous ayez eu connaissance. Il a revendiqué la paternité totale. Il a affirmé que vous étiez incapable de comprendre le travail. Il s'est enfermé dans un mensonge, ma chère. Maintenant, nous avons juste besoin d'apporter la vérité. Est-il ici? Ella Nena demanda. Arthur vérifia sa montre. Son avion vient d'atterrir à Teterboro. Le loup est à New York. Le hangar privé de l'aéroport de Teterboro était réservé au chef d'État et à la royauté. Ce soir, il était occupé par un unique Gulfstream G650 AR peint en noir mat sans numéro de queue. La pluie fouettait le tarmac alors que les escaliers s'abaissaient. Une file de SUV noirs attendait, moteurs au ralenti. Ella Nena se tenait sous un parapluie tenu par Arthur. Elle regarda une silhouette émerger de l'avion. C'était un homme grand, aux épaules larges, s'appuyant lourdement sur une canne surmontée d'une tête de lion en argent. Il portait un long manteau en cachemire et un fedora tiré bas. C'était Magnus Vanderburg. Pour le monde des affaires, Magnus Vanderburg était un mythe. Il était le chef de Vanderburg Industries, un conglomérat mondial qui possédait des lignes maritimes, des mines d'engins terrestres et la moitié des câbles à fibres optiques traversant l'Atlantique. Il était connu pour deux choses, sa nature recluse et sa cruauté. Il l'appelait le roi de fer. Il descendit les escaliers lentement. Quand il atteignit le bas, il s'arrêta et regarda Ella Nena. Pendant 5 ans, elle s'était cachée de lui. Elle avait fui son emprise contrôlante, ses attentes, sa richesse étouffante. Elle avait changé son nom, teint ses cheveux et pris un emploi de serveuse juste pour se sentir normale, juste pour se sentir libre. Et dans sa liberté, elle était tombée dans un piège bien pire que le contrôle de son père. « Ella Nena » dit Magnus. Sa voix était comme des pierres qui grincent. « Bonjour, père » murmura Ella Nena. Magnus ne l'embrassa pas. Il ne sourit pas. Il leva la main et toucha sa joue, son gant de cuir froid contre sa peau. Il regarda les vêtements bon marché, les rides de fatigue autour de ses yeux, le manque de bijoux. « Il vous a fait ça, » Magnus déclara. « Ce n'était pas une question. Je me suis fait ça à moi-même. » Ella Nena dit, sa voix se brisant. « Je lui ai fait confiance. J'étais stupide. Je pensais qu'il m'aimait pour moi,
pas pour qui il pensait que je pouvais être. Tu t'es enfui, dit Magnus sévèrement. Tu voulais une vie simple. Tu voulais être Ellelanena Miller, la fille de nulle part. Et regarde où cela t'a mené. Affamé, moqué, traîné dans la boue par un garçon jouant avec des jouets. Je sais, dit-elle, les larmes se mélangeant à la pluie. J'avais tort. Je suis désolé, papa. L'expression de Magnus s'adoucit juste d'une fraction. Le roi de fer soupira. Tu es une Vanderburg, Ellelanena. Nous ne nous excusons pas d'être brisés. Nous reconstruisons et ensuite nous écrasons ceux qui nous ont brisés. Il se tourna vers Arthur Higgins. Arthur, vous avez les transcriptions, tout, monsieur, dit Arthur, s'inclinant légèrement. Julian Blackwood a creusé un trou si profond qu'il verra la Chine. Il est enregistré insultant son intelligence, niant sa contribution et revendiquant la propriété exclusive du code. Le code? Magnus se moqua. L'algorithme Chimera. Je me souviens quand tu as écrit ça, Ellelanena. Tu avais 22 ans. Tu étais assise dans ma bibliothèque, ennuyée pendant le solstice d'été. Tu l'as griffonné dans un carnet en cuir rouge. J'ai pris le carnet avec moi quand je suis parti. Ellelanena expliqua. Je ne pensais pas que ça valait quoi que ce soit. C'était juste de la théorie. Julien l'a trouvé. Il m'a posé des questions à ce sujet. J'ai expliqué comment ça marchait. La compression de données, les liens neuronaux. Je pensais qu'il était juste intéressé par mon esprit. 2 semaines plus tard, il a inventé Chimera. Il a volé une Vanderburg, dit Magnus, sa poigne se serrant sur sa canne jusqu'à ce que ses phalanges deviennent blanches. Il n'a pas juste volé une femme. Il a volé tout son héritage à ma fille. Magnus marcha vers le SUV de tête. Un chauffeur tenait la porte ouverte. « Monte, » Magnus commanda. « Nous avons du travail à faire. Mardi arrive. »« Où allons-nous? » Ellelanena demanda. « À la Plaza, » dit Magnus. « J'ai acheté l'étage du penthouse pour la semaine. Tu as besoin de vêtements, tu as besoin de repos, et tu as besoin de te souvenir qui tu es. Tu n'es pas Ellelanena Blackwood, la femme rejetée. Tu es Ellelanena Vanderburg. Et mardi, tu vas porter les couleurs de la famille. » Le week-end avant la reprise du procès fut d'un calme agonisant. Julian Blackwood le passa à donner des interviews. Il apparut sur des chaînes d'information financière se peignant comme la victime d'une chercheuse d'or. C'est vraiment tragique. Julian dit à un présentateur de CNBC, regardant solennellement dans la caméra. Vous essayez d'élever quelqu'un, de lui donner une vie de classe mondiale, et il vous rembourse avec de l'avidité. J'ai construit Blackwood Dynamics à partir de rien. Je ne vais pas laisser une ex-femme amère la démolir. Le public était de son côté. Les médias sociaux étaient inondés de hashtags comme #TeamJulian et #Selfmade. Ellelanena fut vilipendée. Ils la traitèrent de paresseuse. Ils la traitèrent de sang-su. À l'intérieur de l'hôtel Plaza, Ellelanena ne regardait pas les nouvelles. Elle était assise dans une pièce remplie de tailleurs, de stylistes et de stratèges juridiques. Magnus était assis dans le coin fumant un cigare malgré la stricte politique d'interdiction de fumer de l'hôtel qui allait l'empêcher de regarder sa transformation. « Il vous a traité d'ignorante, » dit Magnus, soufflant des ronces de fumée. « Il a dit que vous étiez intellectuellement inférieur. »« Il l'a fait, » dit Ellelanena, debout sur un podium pendant qu'un tord épinglait un ourlet. S'éclaircit la gorge. « Nous avons le carnet original. » « Oui, » dit Arthur, tapotant sa maillette, « daté au carbone. L'analyse graphologique confirme que c'est l'écriture d'Ellelanena d'il y a 6 ans, précédant le brevet de Julien de 8 mois. Et les dossiers universitaires retrouvés, dit Arthur, magnum fort du MIT, une double majeure en informatique et mathématiques sous le nom d'Ellelanena Vanderburg. Julien ne le sut jamais parce qu'elle ne lui dit jamais. Il ne demanda jamais. Il a juste supposé qu'elle était une décrocheuse parce qu'elle travaillait dans un restaurant. Ellelanena regarda son reflet. La femme qui la regardait n'était pas la souris effrayée du restaurant. Elle portait un tailleur blanc structuré qui coûtait plus cher que la voiture de Julian.
Ses cheveux étaient tirés en un chignon sévère et élégant. Elle avait l'air d'une PDG. Elle avait l'air d'une prédatrice. Il pense qu'il entre dans un règlement de divorce, dit Elena, sa voix calme. Il ne sait pas qu'il entre dans une exécution corporative. Magnus se leva et marcha vers elle. Il plaça une main lourde sur son épaule. « Demain, dit-il, nous ne gagnons pas juste l'affaire, Elena. Nous prenons l'entreprise. Blackwood Dynamics est construite sur des biens volés. Elle vous appartient. » « Je ne veux pas son argent, dit Elena. »« Ce n'est pas une question d'argent, grogna Magnus. C'est une question de respect. Il vous a moqué devant le monde. Demain, le monde le regardera brûler. » L'atmosphère mordie était fiévreuse. La salle d'audience était bondée à pleine capacité. Julian arriva l'air victorieux, tapant dans la main de ses avocats. Il s'assit, desserra sa cravate et fit un clin d'œil à la galerie de la presse. « Où est-elle? » Julian demanda à Sterling. « Probablement en train de pleurer dans la salle de bain. » S'éclaircit la gorge. « Peut-être qu'elle ne se montrera pas. Jugement par défaut. »« Elle a 5 minutes, » dit Sterling, vérifiant sa montre. Puis les portes s'ouvrirent. La pièce ne devint pas juste silencieuse. Elle devint immobile. Elena entra. Elle ne portait pas le cardigan gris. Elle portait le tailleur blanc, net et d'une clarté aveuglante. Elle marchait avec une foulée qui dévorait le sol. Elle ne regarda pas le sol. Elle regarda droit devant elle. Et marchant à côté d'elle n'était pas juste Arthur Higgins. Marchant à côté d'elle, égalant sa foulée, était Magnus Vanderburg, le roi de feu. Un murmure parcourut la pièce. Les reporters le reconnurent instantanément. Des téléphones furent levés. Des chuchotements de « Est Vanderburg » et « Que fait-il ici ?» emplirent l'air. Le sourire de Julian faiblit. Il plissa les yeux. Qui est le vieil homme? Un autre avocat rabais. Reginald Sterling pâlit. Il laissa tomber son stylo. Ses mains commencèrent à trembler. Cela Sterling murmura, sa voix s'étranglant dans sa gorge. C'est Magnus Vanderburg. Qui s'en soucie? Julian se moqua. Travaille-t-il pour l'aide juridique? Espèce d'idiot! Siffla Sterling, saisissant le bras de Julian. Il est l'économie. Il vaut 50 milliards de dollars. Il mange des entreprises au petit déjeuner. Julian retira son bras. Alors, que fait-il avec Elena? Elena atteignit sa table. Elle ne s'assit pas. Elle se tint derrière sa chaise, ses mains posées sur le dossier. Magnus se tint à côté d'elle, regardant Julian avec l'expression d'un homme regardant une blatte. Arthur Higgins se leva. « Votre honneur, la défense est prête, assez prête. » La juge Harrison regarda Magnus, ses yeux s'écarquillant. Elle le reconnut clairement aussi. « Monsieur Higgins, je vois que vous avez élargi votre équipe. »« Pas mon équipe, votre honneur, » dit Arthur souriant. « Je voudrais présenter le père de la défenderesse, Monsieur Magnus Vanderburg. » Julian sentit le sang quitter son visage. Il regarda Elena. Elena le regarda en retour et pour la première fois en 5 ans, elle sourit. C'était un sourire froid et terrifiant. « Père, » Julian articula sans voix. Arthur continua. « Et votre honneur, à la lumière de nouvelles preuves concernant la véritable propriété de la propriété intellectuelle connue sous le nom de Chimera, nous déposons une motion reconventionnelle. Nous ne demandons plus de pension alimentaire. » Arthur marqua une pause pour l'effet. Nous poursuivons M. Blackwood pour 3 milliards de dollars en fraude de propriété intellectuelle volée et par jour, et nous avons l'intention de prouver que Blackwood Dynamics appartient dans son intégralité à Madame Elena Vanderburg. Julian se leva, renversant sa chaise. C'est fou. C'est une serveuse. Asseyez-vous, M. Blackwood. La juge frappa son marteau. Magnus Vanderburg se pencha en avant, sa voix résonnant dans la salle d'audience sans microphone. Elle n'a jamais été serveuse, garçon. Elle se cachait. Et vous l'avez juste trouvée. La salle d'audience était en chaos. Les reporters envoyaient des SMS furieusement. La galerie bourdonnait. Reginald Sterling, le boucher de Broadway, avait l'air de vouloir ramper sous la table.
Il savait qui était Magnus Vanderberg. On ne combattait pas Magnus Vanderberg. On se rendait et espérait qu'il vous laisse garder vos chaussures. Ordre, ordre dans cette cour. La juge Harrison frappa son marteau à plusieurs reprises jusqu'à ce que le silence soit rétabli. Elle fusilla du regard Arthur Higgins. « Monsieur Higgins, vous venez de lâcher une bombe nucléaire dans ma salle d'audience. Vous alléguez que la défenderesse Elellanena Blackwood est la véritable inventrice de l'algorithme Chimera, la même femme que votre client prétendait être simple. Précisément votre honneur, dit Arthur, rayonnant. Nous avons des preuves à soumettre. Pièce A, le carnet rouge. Arthur sortit un carnet en cuir rouge usé d'un sac Ziploc. Il le porta jusqu'au banc. Ce carnet, expliqua Arthur, contient le code source manuscrit, les diagrammes architecturaux et les preuves mathématiques pour l'algorithme Chimera. Il est daté d'il y a 6 ans. Le papier et l'encre ont été testés et datés par des experts. L'écriture est celle d'Elellanena. Sterling sursauta. Objection, c'est une fabrication, une contrefaçon. Nous avons le rapport médico-légal de Quantico Labs, dit Arthur, glissant un dossier à la juge. Je ne pense pas qu'il fasse de faux, Monsieur Sterling. La juge Harrison ouvrit le carnet. Elle n'était pas codeuse, mais elle vit des pages et des pages d'équations complexes, des notes marginales d'une écriture délicate et des gribouillis de dragons. Monsieur Blackwood, dit la juge, regardant par-dessus ses lunettes, n'avez-vous pas déclaré sous serment vendredi que vous avez écrit le code dans un sous-sol à Brooklyn, que vous n'aviez pas de notes physiques parce que vous les gardiez dans un coffre-fort? Julian transpirait. Il essuya sa lèvre supérieure. Je l'ai fait. Ce carnet est faux. Elle l'a copié. Elle doit avoir copié mon travail plus tard. Plus tard, Arthur demanda. La datation de l'encre dit il y a 6 ans. C'est 8 mois avant que vous ne déposiez votre brevet. 8 mois avant même que vous ne lanciez votre entreprise. Arthur se tourna vers la galerie. Nous avons ici la pièce B, les relevés de notes d'Elellanena du MIT. Il projeta une image sur les écrans de la cour. Elellanena Vanderberg, baccalauréate en sciences en mathématiques et informatique, MIT, GPA 3.9. Les halètements dans la pièce étaient audibles. Julian fixa l'écran, sa bouche ouverte. Vous avez dit à la cour qu'elle était ignorante. Arthur dit sa voix dure. Vous l'avez traitée de stupide. Vous avez dit qu'elle ne pouvait pas distinguer une ligne de code d'une liste de courses. Mais il semble, Monsieur Blackwood, que pendant que vous abandonniez l'école de commerce pour vous trouver, Elellanena obtenait son diplôme Manaum fort de l'institut technique le plus prestigieux du monde. Julian se tourna vers Elellanena. Tu ne m'as jamais dit. Elellanena parla finalement. Elle ne se leva pas. Elle le regarda juste avec pitié. Je voulais être aimé, Julian, pas utilisé. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais savoir si tu te souciais de moi. Et au moment où tu as découvert que je n'avais rien, tu m'as traité comme rien. Et quand vous avez trouvé le carnet, la voix profonde de Magnus gronda depuis la table de la défense. Vous ne lui avez pas demandé à ce sujet. Vous l'avez volé. Vous l'avez mémorisé. Vous avez construit une entreprise dessus. Et ensuite, vous avez enfermé le génie qui l'a écrit dans votre cuisine. C'est ridicule. Julian cria, perdant son sang-froid. C'est mon entreprise. Mon visage est sur les magazines. J'ai fait les affaires. Vous avez fait les affaires, considère Arthur. Mais vous avez vendu un produit que vous ne possédiez pas. C'est de la fraude, Monsieur Blackwood. Et selon les lois sur la propriété intellectuelle de cet État, puisque Elellanena était la créatrice originale et que vous avez obtenu le brevet par fausse déclaration frauduleuse, le brevet lui appartient. Les redevances lui appartiennent. L'entreprise lui appartient. Sterling saisit l'épaule de Julian, le tirant vers le bas. « Tais-toi, siffla-t-il. Arrête de parler. Nous devons nous arranger. » « S'arranger » Julian murmura les yeux écarquillés. « Je ne m'arrange pas. » S'éclaircit la gorge.
Je suis un milliardaire. Vous êtes un fraudeur, dit Sterling. Et si cela va à un verdict, vous allez en prison. Sterling se leva, son arrogance habituelle disparut. S'éclaircit la gorge. Votre honneur, nous demandons une suspension pour discuter d'une résolution potentielle. La juge Harrison regarda Ellelanena. Madame Blackwood, êtes-vous d'accord pour une suspension? Ellelanena regarda son père. Magnus fit un hochement de tête à peine perceptible. Nous sommes d'accord, dit Ellelanena. 1 heure, la négociation eut lieu dans une chambre privée. La dynamique de la pièce avait complètement changé. Julian était assis avachi dans sa chaise, cravate défaite, ressemblant à un homme qui venait de voir sa maison brûler. S'éclaircit la gorge. Sterling tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. De l'autre côté, Magnus Vanderberg était assis comme un roi sur un trône, ses mains posées sur sa canne. Ellelanena était assise à côté de lui, calme et posée. « Regardez, » Sterling commença sa voix tremblante. « Soyons raisonnables. Nous pouvons offrir un règlement important, 50 millions de dollars plus le penthouse. » Magnus rit. C'était un son terrifiant. 50 millions. « Vous m'insultez, Monsieur Sterling. Ma fille dépense 50 millions en charité. »« Que voulez-vous? » Julian croissa. « Vous voulez la moitié? Prenez la moitié. Je garderai l'entreprise. Vous prenez la moitié des actions. »« Je ne veux pas la moitié, » Ellelanena dit. Elle glissa un document sur la table. C'était une seule page. « Je veux tout, Julian. Je veux Blackwood Dynamics. Je veux le brevet. Je veux la marque. Je veux le bâtiment. »« Vous ne pouvez pas me laisser avec rien, » Julian cria. « J'ai construit cette marque. »« Vous avez construit une marque sur un mensonge, » Ellelanena dit. « Mais je ne suis pas cruel. Contrairement à vous, je n'aime pas regarder les gens souffrir. » Elle pointa une clause en bas de la page. « Je vais créer une fiducie pour vous, » Ellelanena dit. « 5 000 $ par mois pendant 2 ans. Cela devrait être suffisant pour louer un petit appartement dans le Queens. Peut-être que vous pourrez trouver un emploi, un serveur, peut-être. » J'entends que c'est un travail honnête. Julian la fixa. « Vous vous moquez de moi. » Je vous cite, Ellelanena répondit. « Rappelez-vous, elle sera serveuse quand j'aurai fini avec elle. Je ne fais que rendre l'appareil. Seulement je vous donne un filet de sécurité, ce qui est plus que ce que vous m'avez donné. » Je ne le signerai pas, Julian cracha. « Alors nous retournons là-bas, » dit Magnus se levant. Et Arthur finit de présenter les preuves. Et ensuite le procureur de district, qui est un très vieil ami à moi, ouvrira une enquête criminelle sur la fraude au brevet. Vous aurez 5 à 10 ans de prison fédérale, et quand vous sortirez, vous n'aurez toujours rien. Magnus se pencha près. Signe le papier, garçon. C'est la meilleure affaire que tu auras jamais. Julian regarda Sterling. Sterling ferma son ordinateur portable. Signe-le, Julian. Ou s'éclaircit la gorge. Je m'en vais. Je ne peux pas défendre ça. D'une main tremblante, Julian Blackwood ramassa le stylo. S'éclaircit la gorge. Il regarda Ellelanena une dernière fois. Il cherchait la fille faible et timide qu'il avait intimidée pendant 5 ans. Elle n'était pas là. Il signa. « Fait », dit Ellelanena, prenant le papier. Arthur déposa ceci immédiatement. Elle se leva et lissa son tailleur. « Au revoir, Julian. Veuillez faire sortir vos affaires du penthouse d'ici midi demain. Je le fais redécorer. C'est trop froid. » Alors qu'Ellelanena et Magnus sortaient de la pièce, Julian mit sa tête dans ses mains et pleura. La nouvelle éclata instantanément. Milliardaire perd son empire au profit de sa femme serveuse dans un rebondissement choquant. L'action de Blackwood Dynamics chuta, puis monta en flèche, alors que le marché réalisa que Vanderberg Industries soutenait la nouvelle direction. L'entreprise fut renommée en 1 semaine. C'était maintenant Phoenix Systems. Ellelanena ne prit pas juste l'argent et s'enfuit. Elle prit la direction en tant que PDG. Le monde s'attendait à ce qu'elle échoue. Il s'attendait à une fille riche jouant à la dinette. Mais Ellelanena avait obtenu son diplôme du MIT. Elle connaissait le code mieux que Julian ne l'avait jamais fait parce qu'elle était le code.
Sous sa direction, l'entreprise corrigea les bugs que Julian avait ignorés pendant des années. Il lançait en Chimera 2.0. Les profits triplèrent au premier trimestre. Elena devint la chérie du monde de la technologie. Forbes l'a mis en couverture, non pas comme l'ex-femme, mais comme la nouvelle reine de la technologie. Mais l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Il y avait une affaire en suspens. 6 mois plus tard, Elena quittait son bureau, le même bureau que Julian occupait autrefois, maintenant rempli d'or chaleureux et de lumière. Elle sortit vers sa voiture, mais s'arrêta. Debout sur le trottoir, portant un coupe-vent bon marché et ayant l'air plus mince, se trouvait Julian. Il n'avait pas ses gardes du corps. Il n'avait pas son arrogance. Il avait l'air d'un homme qui avait été humilié par l'univers. « Elle est la nena, dit-il. Elle s'arrêta. Son garde de sécurité s'avança, mais elle lui fit signe de s'éloigner. « C'est bon. » Juste Julian commença, puis s'arrêta. Il regarda ses chaussures. « J'ai vu le rapport trimestriel. Vous avez corrigé le problème de latence dans le colonel. »« Je l'ai fait, dit Elena Nena. C'était un simple patch. Vous l'auriez su si vous aviez compris les maths. »« Ouais. » Julian rit amèrement. « Je suppose que oui. » Il leva les yeux vers elle. Ses yeux étaient cernés de rouge. « Je l'ai mérité. Tout ça. Je voulais juste dire, tu avais raison. Tu étais toujours la plus intelligente. J'étais juste bruyant. Pourquoi êtes-vous ici, Julian? » La nena demanda. « J'ai besoin d'un travail, murmura-t-il. La fiducie expire dans 18 mois. Personne ne m'embauchera. Ils savent tous que je suis un paria. » La nena le regarda. Elle pensa à la cruauté, aux insultes, aux nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir pendant qu'il faisait la fête. Mais ensuite, elle regarda son père, qui attendait dans la voiture. Magnus lui avait appris à être forte, mais sa mère lui avait appris à être gentille. « Je ne vous embaucherai pas chez Phoenix, dit la nena. C'est mon monde maintenant. » Julian hocha la tête, se tournant pour s'éloigner. Mais la nena l'appela. « Je possède toujours ce restaurant dans le New Jersey. Je l'ai acheté le mois dernier. Le gérant a besoin d'un plongeur, salaire minimum. Mais vous avez le café gratuit. » Julian se figea. Il se retourna. C'était humiliant. C'était la chute ultime. « Je le prendrai, dit-il. Et la nena hocha la tête. « Présentez-vous à 6 heures. Ne soyez pas en retard. » Elle monta dans la voiture. Magnus la regarda, haussant un sourcil. « Plongeur. Il a besoin d'apprendre la valeur du travail acharné, papa. » La nena sourit. Peut-être dans quelques années, s'il frotte les assiettes assez proprement, je le laisserai servir les tables. 3 ans plus tard, le domaine des Hampton de la famille Vanderburg était habituellement calme, un sanctuaire de haute haie et de silence. Mais aujourd'hui, les jardins étaient vivants avec le son d'un quatuor à cordes et le tintement des verres de champagne. C'était le 80e anniversaire de Magnus Vanderburg. L'élite de New York était là, mais l'atmosphère était différente des fêtes guindées du passé. Il y avait des rires, il y avait de la chaleur, et la nena se tenait sur la terrasse surplombant l'océan. Elle tenait un verre d'eau pétillante, regardant les vagues s'écraser contre le rivage. Elle avait 33 ans maintenant, et elle avait l'air radieuse. Les ombres qui avaient hanté son visage pendant son mariage avec Julian étaient parties, remplacées par une confiance qui faisait que les gens s'arrêtaient et la fixaient quand elle entrait dans une pièce. Pensant aux bénéfices trimestriels à nouveau, la nena se tourna et pour voir son père approcher. Magnus se déplaçait plus lentement ces jours-ci, s'appuyant lourdement sur sa canne, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs que du silex. Non. La nena sourit, prenant son bras. Je pensais à combien cette vue me manquait et à combien de temps j'avais gaspillé à avoir peur. Magnus lui tapota la main. La peur est un professeur, la nena. Elle t'a appris ce que tu ne voulais pas et elle t'a fait te battre pour ce que tu méritais. Il regarda les invités. Tu sais quand tu es parti, quand tu t'es enfui pour être serveuse. J'étais en colère. Je pensais que tu étais faible. Je pensais avoir échoué à élever une Vanderburg. Je sais, papa. La nena dit doucement.
J'avais tort. Magnus admit sa voix rauque d'émotion. Il a fallu plus de force pour quitter ce penthouse avec rien qu'il ne m'en a fallu pour faire 1 milliard de dollars. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Elena. Et c'est pourquoi. J'ai un cadeau d'anniversaire pour toi. Pour moi, c'est ton anniversaire. Elena rit. Magnus fouilla dans sa poche et en sortit une lourde clé en fer. Elle était vieille, rouillée et avait l'air d'appartenir à un château médiéval. C'est la clé du coffre-fort de la succursale du centre-ville. Magnus dit, à l'intérieur se trouve l'acte de Vanderburg Industries. Elena se figea. Papa, je suis déjà PDG de Phoenix. Je ne peux pas gérer les deux. Tu ne les géreras pas, dit Magnus, souriant. Tu les posséderas. Je prends ma retraite, Elena. Je vais passer mes journées à pêcher et à ennuyer les jardiniers. L'Empire est à toi. Tout ça. Il plaça la clé dans sa main et referma ses doigts autour. Tu as transformé une idée volée en un leader mondial, Magnus dit. Tu as eu pitié de l'homme qui a essayé de te détruire. Tu diriges avec un cœur que je n'ai jamais eu. Le blason du lion est en sécurité avec toi. Elena regarda la clé, puis son père. Elle l'embrassa, enfouissant son visage dans son épaule. « Merci, papa. »« Juste une condition, » grogna Magnus, essayant de cacher son émotion. « Quoi? N'embauche pas ce que t'ex-mari à toi comme concierge pour la tour principale. Je ne veux pas voir son visage quand je viens visiter. » Elena rit, un son joyeux et authentique qui porta sur la brise marine. « Ne t'inquiète pas, il est toujours dans le New Jersey. Et j'entends qu'il a juste été promu aide-cuisinier. Il semble content. Bien, dit Magnus. Maintenant, allons couper le gâteau. Je crois que c'est du chocolat. Alors qu'ils retournaient vers la fête, bras dessus, bras dessous, Elena leva les yeux vers le ciel. Le soleil se couchait, peignant les nuages en or et violet. Elle avait traversé le feu et elle n'avait pas juste survécu. Elle s'était élevée. La serveuse était partie. La victime était partie. La reine était revenue. Wow, quel voyage! D'être moquée dans une salle d'audience à posséder tout l'Empire. Elena est vraiment montré à Julian qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un juste parce qu'il est silencieux. C'est le service ultime du karma, n'est-ce pas? Julian pensait qu'il était le roi du monde, mais il a fini exactement où il a commencé. Tandis que Elena a prouvé que la vraie classe et l'intelligence gagnent toujours à la fin. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance, de rédemption et de douce justice, veuillez casser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et me fait savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, appuyez sur s'abonner et sonnez la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Qu'en pensez-vous? Elena était-elle trop gentille en donnant à Julian un emploi au restaurant ou était-ce la punition parfaite? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque seul. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.